Vous mettez chaque année un peu plus de temps pour venir en voiture travailler à Bruxelles. Votre train arrive tous les jours avec du retard. Vous n'avez jamais une place assise dans le bus. L'impression de vivre dans le trafic. Bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale RTL Info Mobilité. La Belgique à l'arrêt. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les solutions pour que ça redémarre? Nous vous emmènerons dans un instant à Stockholm et à Strasbourg, des paradis sans aucun embouteillage. Mais d'abord, dans un instant, nous confronterons 3 ministres de la mobilité à cette situation. Circuler, conduire, se déplacer, un enfer au quotidien. Donc pour les Belges, la mobilité, en 2 mots. C'est pas génial. C'est nul. Ou en plusieurs mots. C'est l'horreur, comme d'habitude. Ça n'existe pas, quoi. C'est ça, surtout. Dans les trains. Oui, les trains bondés sur le retour. Ça, c'est catastrophique. On reste debout et collé contre les portes. Et dans l'interconnexion. Il n'y a pas de communication entre la SNCB et la TEC. Ou que ce soit avec la SNCB et la STIB, ou la SNCB de l'Aisne, ou même entre le transport de bus et tout ça. Il n'y a aucun contact entre eux. La Belgique est-elle à l'arrêt? Un sentiment souvent partagé et des avis contrastés. Il y a souvent des travaux qui commencent, qui n'en finissent jamais. Il faut trouver des petits chemins, puis ça va. Je suis en colère contre le manque de décisions prises et notamment les voitures de société qu'il faudrait supprimer. Moi, je viens du Brabant wallon. Dans les gares, il n'y a pas de parking. Et donc, je ne sais pas comment faire, en fait. Et donc, pour conclure... Il y a des choses à améliorer, ça c'est bien sûr. Et donc, autour de cette table ce soir, 3 ministres. François Bello, côté fédéral, Carlo Di Antonio pour la Wallonie, Pascal Smets pour la région bruxelloise. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci d'être présents. Vous êtes donc tous les 3 en charge de la mobilité dans notre pays. Et pourtant, on l'a entendu, il y en a des choses à améliorer. En toute franchise, vous n'avez pas le sentiment que ça serait plus efficace s'il n'y avait qu'une personne pour décider? François Bello. Écoutez, c'est une réalité institutionnelle avec laquelle il faut vivre. Bien entendu que l'éclatement des compétences sur plusieurs têtes a complexifié les choses. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on connaît la situation actuelle. Et en plus, ce soir, il manque un 4e ministre de la mobilité, puisque Ben Waits pour la Flandre était invité. Il a refusé notre invitation de manière laconique. Rassurez-nous quand même, c'est possible de se parler entre régions? Vous discutez avec la Flandre, Carlo Di Antonio? Oui, c'est vrai qu'on le fait d'ailleurs. À l'initiative de François Bello, on se réunit dans un comité exécutif des ministres de la mobilité. Ça fonctionne relativement bien maintenant depuis 1 an et demi, de manière régulière. On se voit. Régulière, quand? À quand remonte votre dernière réunion? La dernière, je pense, il y a 2 mois, et la prochaine dans quelques jours, quelques semaines au plus tard. Mais nous voyons, nous concertons. Maintenant, ça reste difficile parce qu'effectivement, je partage l'avis que si la mobilité aujourd'hui n'était pas éclatée entre les régions, le fédéral, ce serait sans doute plus facile à gérer. Ça veut dire qu'il faut refédéraliser? Non. Puisque quand l'État fédéral était compétent pour la mobilité, c'était pas si bien non plus. Et en plus, à Bruxelles, ils ont tiré des autoroutes comme ça, ils ont détruit des quartiers, ils ont fait le métro à moitié. Non, mais ce qu'il faut faire, c'est une collaboration très étroite avec des objectifs et plutôt penser en termes vraiment régionaux. Je donne un exemple. La région bruxelloise, la vraie région bruxelloise, c'est pas les 19 communes actuelles, c'est la province Brabant. Et si on veut résoudre les problèmes de mobilité à Bruxelles, autour de Bruxelles, il faut raisonner à l'échelle de l'ancienne province Brabant. Donc la discussion, c'est la clé. En attendant, le ras-le-bol des citoyens, il est énorme. On a reçu pour vous, via notre page Facebook RTL Info, plus de 300 réactions, questions, coups de gueule en tout genre. Voici un premier message. C'est Isabelle qui nous l'écrit. « Je n'aime pas beaucoup cette idée, dit-elle, mais je continue à faire mes déplacements en voiture, car c'est beaucoup plus rapide qu'en transport en commun, même avec le trafic. » On est vraiment ici au cœur du problème. Comment inciter les Belges à laisser tomber leur voiture quand les alternatives semblent aussi peu efficaces, en tout cas peu fiables? Carlo Di Antonio. Je pense qu'effectivement, il faut un transfert modal. Il faut qu'on utilise les autres modes de transport aujourd'hui. Les autoroutes sont saturées, particulièrement aux entrées de Bruxelles, mais on commence à avoir des problèmes aussi à Charleroi et à Liège. Donc, il faut utiliser plus les transports en commun. Mais qui semblent en échec. Alors, on ne sait pas s'y fier, ils sont en retard, les bus sont surchargés. Il y a plusieurs aspects. Je pense que même là où ils sont à l'heure et même là où ils sont disponibles et parfois pas occupés totalement, on a des taux de remplissage parfois qui ne sont pas du tout exceptionnels. On a des places assises dans des trains et dans des bus.
Mais malgré cela, le Belge a quand même du mal à se séparer de sa voiture. Donc je pense qu'il y a des problèmes d'organisation, effectivement, entre les différents modes de transport, entre le train, le bus. On a entendu un témoignage tout à l'heure. On doit pouvoir faire mieux dans l'intégration des tarifs. On doit pouvoir faire mieux dans les connexions, dans les gares. On doit pouvoir quitter son bus, aller dans le train. Il y a un problème d'infrastructure aussi. On doit sans doute les améliorer. Mais à part reconnaître le problème, qu'est-ce qu'on fait? Qui autour de cette table a une vision concrète de la mobilité? Qui peut me dire ici à quoi ressemblera, comment on circulera en Belgique dans 50 ans? Je vais vous donner deux exemples. Tout d'abord, nous avons décidé, au sein du comité exécutif des ministres de la Mobilité, d'établir une vision interfédérale de la mobilité à 2030. Donc de savoir comment nous allons coordonner nos actions pour améliorer la mobilité. Ça, c'est une des premières actions qui a été décidée. Un bureau d'études international qui a d'ailleurs travaillé sur Stockholm. Mais 2030, M. Bello, c'est déjà dans 13 ans. Mais plus concrètement, en décembre 2016, j'ai fait ajouter 72 trains dans la couronne bruxelloise et à Bruxelles. Par exemple, des liaisons Braine-l'Alleud-Leuven. On a ajouté plusieurs trains, donc 72 trains dès décembre. Vous savez que le taux de remplissage de ces trains est de 20%. Et vous savez que le temps de parcours de Braine-l'Alleud à Bruxelles Centrale en train, c'est 30 minutes, le matin en voiture, c'est 1h30. Alors, à côté de l'offre de transport, à côté de la politique que nous voulons mener, à côté des trains qui existent, il va falloir changer le comportement des gens. Vous savez qu'aujourd'hui dans Bruxelles, il y a 1,3 personnes dans les voitures quand on entre dans Bruxelles. On parle de responsabiliser les gens, mais c'est vécu comme de la culpabilisation. Non. Et il faut une offre qui incite les gens à changer de comportement. Mais il faut oser dire la vérité aux gens. On est tous agrandis avec l'idée « ma voiture, ma liberté ». Aujourd'hui, c'est ma voiture, mon embouteillage. Et il faut dire aux gens qu'il y a ni nous, au cœur de Troyes, ni les parlements ont voté des lois pour faire les embouteillages. Mais les embouteillages, c'est la somme des choix individuels que chaque individu fait chaque matin. Et à la limite, on peut résoudre assez facilement, vous savez, si les gens partagent la voiture pour aller travailler. Si on a 20% moins de voitures sur nos routes, on n'a plus d'embouteillages. Et là, je pense on doit faire vraiment un changement de comportement. Le problème de la mobilité, c'est un problème de comportement. On y reviendra. Mais en tout cas, l'échec de la mobilité en Belgique, et plus précisément à Bruxelles, vous le reconnaissez d'ailleurs vous-même, c'était en tout cas un échec politique. Comment en est-on arrivé là, dans la capitale de l'Europe? Voyez le reportage de Pascal Noriega et Mathieu Coll. Bruxelles, l'une des villes les plus embouteillées d'Europe. La paralysie lui aurait coûté l'année dernière plus de 100 millions d'euros. Mais pourquoi ? Pourquoi, depuis sa naissance en 1989, la région bruxelloise a été incapable de mettre en place une stratégie de mobilité efficace? Il ne faut pas démolir la ville. Il ne faut pas laisser des grandes... Herman De Croo a été le dernier ministre national de la mobilité jusqu'en 1988. Ensuite, la matière a été régionalisée. Et dès ce moment, il comprend que c'est une erreur. Et ça ne vote pas. Moi, je vais plaider à la fin de mon ministère pour une sorte de commissariat général de la mobilité qui dépasserait de loin les frontières communautaires, régionales et même nationales. Mais un commissariat avec des compétences et des pouvoirs. Bon, c'était peut-être trop tôt. C'est faux. Charles Piquet a été le premier ministre-président de la région bruxelloise. Et le problème pour lui, ce n'est pas d'avoir régionalisé, mais bien de ne pas avoir réussi à coopérer avec les autres niveaux de pouvoir. Le problème de mobilité incarne bien le mal belge, cette incapacité à travailler au-delà des frontières institutionnelles, des frontières régionales, parce que par définition, la mobilité, elle s'en fout des frontières régionales. La Flandre a été très bien servie au point de vue chemin de fer depuis des années. Isabelle Durand a été ministre fédérale de la mobilité pour Écolo. Elle confirme les difficultés à pouvoir faire travailler ensemble les régions et le fédéral, notamment sur le RER. Quand j'étais ministre et que je voulais convoquer les ministres régionaux pour parler du RER, ceux qui n'avaient pas envie de venir, ou qui ne fournissaient pas je dirais, une vraie contribution au travail, j'avais rien à leur dire, parce qu'il n'y a pas de supériorité, comme vous le savez, dans le fédéralisme belge, entre le niveau fédéral et les niveaux régionaux, les niveaux fédérés. Donc chacun a le même pouvoir, et donc si quelqu'un veut boycotter, ou en tout cas ne pas être très coopératif dans une réunion, le résultat ne sera pas bon. La responsabilité de l'échec est donc politique, sans aucun doute. Thierry Wilmark est à la tête de l'association Touring depuis plus de 15 ans. Et pour lui, le problème, c'est non seulement le saucissonnage des responsabilités, mais aussi et d'abord le manque de moyens.
On a transféré d'abord des responsabilités aux régions, sans transférer les moyens aux régions de pouvoir gérer la mobilité. On parle d'entretien d'une part, mais de pouvoir continuer à développer le métro, le RER. Ne serait-il pas plus intelligent de ramener cela au niveau fédéral ? Il faudrait donc uniformiser la compétence, à tout le moins laisser gérer la région plutôt que chacune des 19 communes. Tout le monde semble le savoir, certains le veulent, mais personne ne le concrétise. Voilà pour le constat. Parlons maintenant donc des solutions. Le RER s'est présenté comme la solution. Monsieur Bello, c'est toujours prévu ou bien quoi? Oui, et vous savez combien je me suis battu en 2016 pour obtenir le fameux milliard d'investissements complémentaires aux 7,6 milliards que la SNCB et Infrabel allait déjà investir dans les 5 prochaines années. C'est devenu une réalité. Ce sera pour quand? Et les travaux vont redémarrer début 2018. La première offre importante sera un train tous les quarts d'heure dès 2023 sur la ligne entre Bruxelles et Autigny. Et malheureusement, de Bruxelles et Nivelles, nous n'avons plus les permis d'urbanisme en région flamande, en région bruxelloise. Il faut recommencer toute l'étude des projets. À nouveau, les discussions qui coincent avec les autres régions. Non, ce n'est pas des discussions qui coincent, mais il y a des habitants qui sont allés en recours au Conseil d'État. Il faut recommencer toute la procédure. Mais nous n'allons pas attendre. La Cour des comptes a bien identifié les raisons pour lesquelles le RER n'est pas aujourd'hui fini. Et donc, nous allons repartir sur de bonnes méthodes, travailler par tronçon. Et l'espoir, c'est que le RER soit une réalité dès 2023 sur la ligne vers Autigny et vers Nivelles. Ce sera sans doute 2027-2028 du fait du retard dans l'obtention de permis d'urbanisme. Alors, d'autres questions sur Facebook. Pourquoi ne pas faire payer les étrangers, nous demande Josiane, qui passent par nos routes, comme nous achetons une vignette, par exemple, pour passer ensuite. Monsieur Di Antonio, la vignette autoroutière, vous êtes pour, vous êtes contre, très clairement? Moi, j'y suis favorable. Je suis favorable à une vignette qui permettrait de faire contribuer effectivement les non-résidents à l'utilisation du réseau. Ça nous donnerait plusieurs dizaines de millions d'euros de moyens supplémentaires à investir dans la mobilité. Le péage urbain, cette fois, à l'entrée de Bruxelles, Monsieur Smet, d'autres capitales le font. Vous êtes pour, vous êtes contre? Je suis plutôt pour une tarification intelligente à kilomètre. Et une fois qu'on entre dans la zone métropolitaine bruxelloise, c'est qui commence à Nivelles, qui commence à Louvain-la-Neuve, là, il faut commencer à payer. Et la taxe au kilomètre, là, vous êtes pour ou contre? Non, on n'est pas. Parce que défavorable ou alors? Voilà, donc quand on vient de province de Luxembourg, Namur, pour aller travailler à Bruxelles, on ne peut pas payer au kilomètre pour aller travailler parce qu'on n'a pas non plus de solution alternative. Donc j'entends bien que si c'est limité à Bruxelles. Moi, j'ai pas de problème que quelqu'un qui vient de Luxembourg et qui roule en voiture jusqu'à Louvain-la-Neuve ne doit pas payer. Mais une fois qu'on arrive dans la zone de Louvain-la-Neuve, il y a beaucoup de trains là-bas qui vont à Bruxelles. S'il fait le choix d'entrer en voiture, ils peuvent le faire, mais c'est un luxe et pour un luxe, on paye. Et s'il fait le choix d'aller en train, ça doit être gratuit au très bon marché. Autre question, parce qu'il y a beaucoup de dossiers sur la table. Les voitures de société, on continue ou pas? C'est 2 milliards de manque à gagner par an à l'État, Monsieur Bello. Voitures de société, stop. Écoutez, il y a deux choses. Les voitures de société, il ne faut pas croire que le jour où les voitures de société vont disparaître, que les voitures vont disparaître. Parce que les gens qui viennent en voiture, qu'elles soient de société ou voiture personnelle, ils devront venir au travail. Donc on continue avec ce système. La deuxième chose, je voudrais aussi vous dire, on vient déjà de décider au niveau fédéral d'accorder une allocation de remplacement de la voiture de société, une allocation forfaitaire mensuelle. Pour celui qui renonce à la voiture de société, il reçoit du cash qui est non taxable. La deuxième chose, je voudrais tout de même dire ceci. On semble toujours dire qu'on n'investit pas assez. Est-ce que vous savez qu'en Belgique, on investit pour 3 milliards d'euros chaque année dans les chemins de fer, ce qui représente 650 euros par ménage belge, qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas le train. On investit, mais les automobilistes ont payé plus de 18 milliards d'euros de taxes diverses liées à l'usage de la voiture. Et en fait, on n'investit sur ces 18 milliards que 1,2 dans l'infrastructure routière. Et regardez cette question de Malik, c'est lié à ça. Pourquoi payer autant de taxes alors que les routes sont soit dévastées, soit impraticables? Et Jessica ajoute, où passe l'argent de nos taxes? Monsieur Bello. Monsieur Di Antonio. Monsieur Di Antonio. Donc la différence par rapport aux autres pays sur l'infrastructure routière, très clairement, nous contribuons moins que ne doit le faire un Français ou un Italien qui a un péage chaque fois qu'il prend une autoroute. Il faut quand même être conscient de ça. En Belgique, on ne paye pas beaucoup pour l'usage de la route. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut
C'est pour ça que nos routes sont dans un tel état. On a reçu des dizaines de réactions en disant de qui se moque-t-on? On a investi beaucoup trop peu dans nos routes fin des années 90, début des années 2000, au moment où elles avaient une trentaine d'années, 40 ans. Ces autoroutes auraient nécessité des investissements plus rapides. Aujourd'hui, on le fait depuis 6 ou 7 ans. Trop rapidement pour certains, parce qu'il y a beaucoup de chantiers et c'est à la base d'un certain nombre de problèmes. Mais on doit absolument faire en sorte d'investir suffisamment. Et en Wallonie, c'est pas possible d'avoir une gestion plus efficace des chantiers. Le ressenti des gens, c'est que tous les chantiers arrivent en même temps. Je suis allé il y a quelques jours en Flandre. J'ai des amis qui étaient à Dunkerque il y a quelques jours, qui me disent qu'il y a des travaux partout. Je pense que quand on regarde les travaux sur nos routes, nous investissons moins d'euros par kilomètre que presque tous les pays voisins. Donc je ne peux pas croire qu'il y ait des travaux dans les pays voisins sans que ça ne se voie. Et contrairement à ce qu'on peut dire, nous travaillons à 2 pauses, 16 heures par jour sur les travaux routiers et 7 jours sur 7. On me dit parfois on ne travaille pas le dimanche. C'est faux. Nos chantiers sont ouverts le dimanche. Messieurs, merci pour ces échanges. RTL Info, émission spéciale mobilité. Il faut avancer parce qu'il y a encore beaucoup de choses ce soir. Restez avec nous dans un instant. Ces 3 ministres seront interpellés en duel face à un citoyen sur des questions très concrètes. La ponctualité des trains, le manque de bus dans les zones rurales, la fin des places de parking à Bruxelles. Mais d'abord, la preuve que c'est possible de faire bouger les choses. Chez nos voisins français, la ville de Strasbourg travaille depuis 25 ans sur ces questions de mobilité. Qu'ils soient de droite ou de gauche, tous les responsables politiques ont œuvré pour une mobilité plus douce. Reportage sur place de signé Chantal Monet et Michael Harvey. Strasbourg, capitale de l'Alsace, capitale européenne, 7e ville de France, 280 000 habitants, 500 000 si l'on compte l'Eurométropole, soit un ensemble de 33 communes. Car ici, on pense et on conçoit tout avec les voisins, y compris la mobilité, sans doute une des clés du succès. À Strasbourg, on marche beaucoup et on pédale énormément. Je vais au travail à vélo, j'ai 17 km le matin, tout le temps à vélo, ouais. Toute la journée, quoi. C'est probablement la meilleure ville au monde, je pense. Strasbourg à vélo, c'est génial, ils ont tout aménagé pour, donc... Raouf est chauffeur de taxi. Il a vu l'évolution ces dernières années. Entre les vélos, les piétons, c'est très compliqué de rouler à Strasbourg et la politique en fait, de la ville, c'est de faire disparaître à l'intérieur de l'île, c'est-à-dire à l'intérieur du centre-ville, de faire disparaître totalement les voitures, quoi. Le cœur de la ville est devenu zone piétonne. Des parkings relais pour les voitures ont été construits aux entrées de Strasbourg, un choix assumé par les autorités. C'est pas la voiture qui n'est pas la bienvenue, c'est l'autosoliste qui n'est pas le bienvenu et dans un premier temps l'autosoliste en diesel. Une politique décidée il y a 25 ans et suivie depuis, indépendamment des alternances politiques gauche-droite. C'est ainsi que le tram, disparu depuis 1918, a été ressuscité, redessinant le visage urbain, comme on le voit sur ces photos avant-après. 6 lignes sont en service, un succès phénoménal. Ça c'est impeccable. Moi j'habite pas Strasbourg, j'habite Ilkirch. Je mets un quart d'heure, imaginez avec une voiture je mettrais beaucoup plus longtemps. Avec 55 km de ligne, c'est le réseau le plus important de France. L'offre est impressionnante. On arrive à des moments où il y a des trams toutes les 30 secondes qui se croisent, donc c'est un problème au niveau du réseau aussi, donc qu'il faudra solutionner à l'avenir pour éviter que tous les trams ne passent au centre-ville, sinon on risque l'engorgement, quoi. Le tram séduit toujours plus de voyageurs. 438 000 personnes l'empruntent chaque jour. Les prix sont très attractifs. Voilà, donc pour circuler avec les transports en commun dans Strasbourg pendant 24 heures, pour 3 personnes, c'est 6,80 €. Un titre de transport unique pour les trams, bus et trains des 33 communes environnantes, avec même depuis 6 mois la possibilité de traverser le Rhin, direction Kehl et la forêt noire allemande. Et depuis Strasbourg, avec ce simple ticket de tram, vous êtes en 5 stations en 15 minutes à peine en Allemagne, un avantage pour de nombreux Français. Ça nous permet de venir, de faire les courses, de s'arrêter, de se poser, de prendre un café et puis de reprendre le tram pour retourner sur Strasbourg. Là-bas, on paye l'abonnement pour les transports publics en fonction de ses revenus. Il y a 4 tranches tarifaires, un service qui a un coût pour la ville, 120 millions d'euros par an. L'association des voyageurs en est consciente.
C'est vrai que quand on regarde les tarifs chez nos voisins en Allemagne, les tarifs sont souvent plus élevés qu'en France. Donc c'est quelque chose qui va sans doute être inéluctable. Il y a des augmentations. Alors ça, c'est un peu notre inquiétude. Maintenant, si on maintient la tarification solidaire, ce qui je pense est acquise, on peut pallier à ça. Presque aussi populaire que le tram, le vélo. Cette borne comptabilise les entrées de cyclistes dans la ville. En quelques années, Strasbourg est devenue la 4e ville cyclable au monde, avec 130 000 cyclistes par jour et 671 km de pistes cyclables. Ce qui crée aussi certains problèmes, lorsque tout le monde se croise dans une certaine anarchie. C'est plus un problème de mal-être qui est ressenti de la part de tous les usagers, que ce soit automobilistes, piétons, cyclistes, tout simplement parce que les aménagements n'ont pas su évoluer avec l'augmentation de la pratique, que ce soit piétons ou cyclistes. On a aujourd'hui des doubles ou des triples voies de circulation qui ne sont pas utilisées ou très peu utilisées par les voitures. Donc reprendre cet espace utilisé par la voiture et le laisser à destination des cyclistes. Dès 11 h du matin, certaines rues sont bloquées par des plots. Les livreurs ont dû s'adapter. Les boutiques, elles ouvrent qu'à 9 h. Donc on est obligé d'être là à 9 h pour pouvoir être dehors à 11 h. Une politique qui n'est pas du goût de tous les commerçants. C'est difficile de rentrer dans la ville, il y a moins de parking, etc. Et alors même ceux qui habitent dans la périphérie, qui venaient entre midi et 2, maintenant c'est devenu payant, ils se disent autant aller à l'extérieur plutôt que venir en centre-ville. La voiture n'est pas en zone de pertinence dans les cœurs des villes. Et le transport public, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la ville, sort aussi de sa zone de pertinence. Donc on utilise les moyens de transport les plus adéquats au territoire. Voilà la philosophie de base depuis le début des années 90 ici à Strasbourg. Aujourd'hui, il n'y a plus que la moitié des trajets qui se font en voiture. La cité alsacienne veut les réduire à 1/3 d'ici 2020. Une vision idyllique de la mobilité en ville, ça doit certainement vous faire rêver, Monsieur Smets. Mais votre Bruxelles idéale, sans voiture, a aussi beaucoup de contradicteurs, notamment Jacques Deliège. Vous êtes président de l'association Droit de rouler et de parquet. Voici notre tout premier duel ministre-citoyen. Vous avez 4 minutes et ça démarre par un coup de gueule de Monsieur Deliège. Oui, un coup de gueule de M. Deliège, mais je ne fais que répercuter le coup de gueule de dizaines ou de centaines de milliers de Bruxellois qui voient le nombre de parkings se réduire progressivement à Bruxelles. Ce n'est pas une impression, ce sont des faits. Il y a des chiffres publiés par l'administration qui montrent, par exemple, en 2004, il y avait 293 000 parkings en voirie et en 2015, il n'y en avait plus que 264 000. Et l'agression contre les parkings ne fait que s'aggraver. On veut enlever des centaines de places sur la petite ceinture et puis encore des centaines de places le long du tram 9. Donc c'est une tendance lourde et très dommageable pour les Bruxellois. Mais tout le monde sait, de plus de places on donne en voiture, de plus de voitures on va avoir. Et à Bruxelles, les 50-60 dernières années, c'est tout pour les voitures, rien pour les habitants. Et maintenant, il y a des centaines de milliers de Bruxellois qui veulent que ça change, que Bruxelles n'est plus une ville pour les voitures, mais une ville pour des gens. Et oui, on doit faire des pistes cyclables. Oui, on doit faire des lignes de tram. Oui, il faut avoir des places en voiture. Et oui, on doit faire ce que plein d'autres villes ont déjà fait en Europe. Et on a un retard à Bruxelles. Moi, je ne suis pas contre la voiture, mais il faut rééquilibrer à Bruxelles. Et le tout pour la voiture, partout du stationnement. Allez, regarde, place Laget, place Roger. Il y a quelques années, c'était des parkings publics. On a changé ça. Prends par exemple le Sablon, une des meilleures places dans notre ville, plein de voitures. On voit ça nulle part. Même Madrid, même Milan ont compris que ça c'est du passé, du siècle passé. Non, ça, je crois que la technique qui consiste à choisir quelques villes où on a supprimé beaucoup de parkings et où on a essayé de contrecarrer la circulation automobile, c'est facile. On peut prendre des dizaines d'autres villes où c'est pas comme ça. Mais en dehors de l'Europe occidentale, vous citez toujours des villes en Europe occidentale, mais c'est pas l'Europe occidentale qui se porte le mieux dans le monde et qui se développe le mieux. Mais c'est un autre débat. Nous en sommes au parking. Et cette pénurie de parking que je viens d'indiquer et qui est occupée à s'aggraver, est un problème réel pour des centaines de milliers de Bruxellois. Ils ont une voiture, c'est un fait. Nier que la voiture participe à la mobilité, ça n'a pas de sens. On est bien d'accord qu'il faut d'autres moyens de transport. Nous ne sommes pas du tout une association contre la multimodalité, au contraire.
Nous savons très bien que, vous avez entendu le nombre de fois qu'on a défendu l'extension du métro. C'est lamentable. À Bruxelles, il y a 40 km de métro. Mais Monsieur Smet, vous n'avez pas peur pour les sociétés à Bruxelles? Elles ne se plaignent pas du manque de parking? C'est à l'ouverture de bâtiments AXA. Vous prenez des risques pour la ville, la capitale de l'Europe? AXA, une très grande entreprise, a choisi Bruxelles Centre, c'est-à-dire Porte-Namur, pour ce nouveau siège. Le CEO, le directeur général, le grand chef, dans son discours d'ouverture de nouveaux bâtiments, a dit qu'il était très content qu'on va faire des pistes cyclables, qu'il était très content qu'on fait faire une bande bus devant sa porte, puisque ça valorise son bâtiment et ça valorise son choix d'être en milieu de la ville. Mais le vrai problème à Bruxelles est le suivant. Le prix du stationnement pour les visiteurs, pour les nafteurs, est très beau marché comparé avec les parkings publics. Vous savez, on a plein de parkings publics à Bruxelles. Ils sont à moitié pleins. À moitié plein. Il y a beaucoup de places libres. Alors, c'est dire qu'il n'y a pas assez de places. Moi, j'habite dans le centre de la ville de Bruxelles. Il n'y a pas de place à 8h, 9h du soir pour un habitant. Mais à minuit, il y a des places. Monsieur Smet, face à la colère de Monsieur Delège, qu'est-ce que vous pouvez promettre? Une promesse. Mais on va créer des parkings de transit. Et l'année prochaine, on commence avec la première construction du parking de transit Syria-Covey. On a aujourd'hui 300 places. On va aller à 1350 places. Et les travaux commencent en 2018. Mais oui, mais c'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les centaines de milliers, en tout cas les dizaines de milliers de Bruxellois qui habitent dans les quartiers à forte densité, qui ne savent pas parquer près de chez eux. C'est asocial, cette pénurie de Voilà, fin de ce duel. Vous n'avez pas l'air convaincu, en tout cas. Non, pas du tout. Mais merci à vous deux. Dans notre prochain duel, on va parler des bus. Ont-ils vraiment déserté les zones rurales? Mais d'abord, allons voir comment ça fonctionne un peu plus au nord, en Suède. Ludovic Delory et Thomas Kiné nous emmènent à Stockholm, un autre paradis sans embouteillage. L'harmonie à l'heure de pointe. En face de la gare centrale, le jour se lève à 59 degrés de latitude nord. Première capitale verte de l'Europe en 2010, Stockholm innove depuis plus de 15 ans pour organiser sereinement la circulation sur son territoire. Bus, métro, taxi, l'embarras du choix pour Anja. La jeune serveuse se rend à son travail dans le centre-ville. Une adaptation simple, efficace, aux multiples réseaux qui quadrillent la capitale suédoise. C'est naturel, c'est précis. Vous pouvez toujours compter sur une application et vous dire « Ah, dans 2 minutes, j'ai un bus ou un métro ». Et si vous le manquez, vous n'attendez pas plus de 2 minutes. Automatisé, simple comme bonjour, le métro. 100 stations réparties sur 108 km de ligne. Une œuvre d'art dans le sous-sol, ticket unique, 43 couronnes, soit 4,44 € le billet valable 72 heures. Partout, dans tous les transports publics, y compris les bateaux qui relient les îles de la capitale. Pour les touristes en city trip comme Marie-Christine de Liège, c'est une aubaine. On a trouvé les beaux horaires et ça nous a emmenés vraiment aux endroits qu'on devait visiter sans problème. Même sans parler suédois, mais un petit peu d'anglais quand même. La Venise du Nord, 14 îles, 57 ponts, 800 000 habitants dans le centre, 2 millions durant les heures de bureau. Pour gérer ce flux, la ville a misé sur la juxtaposition des moyens de transport, une planification entamée il y a plus de 50 ans. Le succès d'une ville comme celle-ci repose donc sur l'intermodalité, un pari nécessaire car les projections prévoient une augmentation de la population de Stockholm, plus 20 à 25% d'ici 2030. Une vision durable et des résultats. Moins 18% de trafic routier, moins d'accidents, moins d'émissions polluantes, 1/3 de temps gagné à l'heure de pointe. Il y a des villes qui ont misé beaucoup plus sur la mobilité depuis longtemps et on en voit les résultats aujourd'hui. C'est comme dans tous les domaines, si on réfléchit de manière stratégique en disant qu'on doit trouver des solutions, on trouve des solutions. 17 h, sortie du bureau pour Anne-Liv et sa collègue. Elle travaille à Nynäshamn, à 50 km au sud de Stockholm. Le covoiturage, une évidence. J'ai considéré d'abord le train et ça me prenait 1h40 aller, donc ouais, plus de 3 heures aller-retour. Et en voiture, ça met la moitié. Peu ou presque pas d'embouteillage, mais il y a le coût, les taxes, les assurances, le carburant et le péage. Aux entrées de la ville, des caméras intelligentes ne manquent aucun passage de véhicule. En fait, ça fait une photo de la plaque et puis ça envoie une facture une fois par mois
avec tous mes passages. Et ça indique même le nombre de passagers à bord. Depuis le test concluant de 2006, Stockholm est entouré de péages automatiques avec tarifs variables selon l'heure de la journée. Anne Liv paye l'équivalent de 110 € par mois. Grâce à son smartphone, elle sait aussi où se trouvent les emplacements de parking libres. Ville verte, Stockholm est aussi ce qu'on appelle une smart city. Ici, le trafic est tranquille. Vous pouvez aller très vite d'un point à un autre, particulièrement avec des apps sur votre téléphone. Et lorsque la ville s'endort, rentrer en taxi, c'est aussi très smart. Un écran tactile, la compagnie de votre choix, voiture électrique ou biocarburant, voici la mobilité du 21e siècle. Introduire de l'intelligence par le big data permet de réduire la pollution, permet de réduire les pertes de temps et améliore la qualité de vie dans les villes. Budget pluriannuel, perspective de planification à 10 ou 20 ans, Stockholm gère comme une grande ses 5,5 millions de déplacements quotidiens avec le regard déjà tourné vers le futur. Nous sommes dans notre deuxième duel. Le ministre wallon de la Mobilité, Carnot Di Antonio, répond cette fois à Christophe Sounier de l'Association des clients des transports publics. 4 minutes pour débattre des techs. Bonsoir Monsieur Sounier. Qu'est-ce qui vous énerve ? On a de nombreux clients qui nous reviennent en fait en nous disant que les zones rurales sont mal desservies. Alors, on sait évidemment que le groupe Tech ne peut se permettre de desservir absolument toutes les petites campagnes, etc., finement, mais à l'instar de ce qui se passe dans des régions nordiques, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, est-ce que le groupe Tech ne pourrait pas envisager des études de fréquentation potentielle? Monsieur Di Antonio, c'est mal desservi, on abandonne les zones rurales? Alors on ne les abandonne pas parce qu'il n'y a pas eu de modification ces dernières années. On en est dans le même nombre de lignes, plus ou moins le même nombre d'arrêts qu'il y a 5 ou 10 ans. Donc il n'y a pas d'évolution notoire à ce niveau-là. Ceci dit, je conçois tout à fait, j'habite moi-même dans la ruralité, mon fils prend le bus, je vois bien ce dont vous parlez. Il y a trop peu de lignes aujourd'hui, mais la solution, ce ne sont pas des bus supplémentaires. Le taux de remplissage aujourd'hui des bus en zone rurale est nettement insuffisant. Ça ne se justifierait pas de mettre des lignes supplémentaires, sinon au bout d'un moment, on a un bus à 80 places ou même à 50 places avec un chauffeur et 3 clients. Donc il y a d'autres choses à faire. On peut y revenir, mais je pense qu'il y a d'autres propositions à mettre en place. Oui, justement, donc ce que notre association suggère et ce que on sait que la fréquentation répond là où l'offre est cadencée, donc c'est-à-dire pour nous un certain exemple, c'est quand on voit des horaires de chez Delaine qui viennent à heure fixe et régulièrement, par exemple à l'heure quart, à l'heure 45. Au niveau du Tech, parfois on a l'impression qu'on regarde un horaire, on a un trou de 14h jusqu'à 16h, on a des horaires qui ne viennent pas à heure régulière, ou bien des circuits qui sont très irréguliers. Il y a un mauvais cadencement des bus en Wallonie? Le problème dans les zones rurales, parce que ce n'est pas le cas pour les villes, évidemment, on a beaucoup plus de lignes, beaucoup plus de bus. Dans les zones rurales, le problème, c'est le taux d'occupation. C'est qu'en fait, on a des bus qui sont vraiment trop peu remplis. On a des taux de remplissage parfois de 5 à 6 personnes par bus. Et alors, quelle alternative dans ces endroits-là? Ce que nous voulons faire, c'est qu'il existe aujourd'hui, à travers la Wallonie, des initiatives communales, de CPAS, de taxis sociaux, 300 initiatives au total. On est en train de fédérer tout ça dans une organisation régionale de la mobilité rurale, donc une plateforme informatique, un numéro 0800, pour faire en sorte que toutes les alternatives se retrouvent et soient valorisées et puissent remplacer de manière beaucoup plus efficace les bus. Un chauffeur avec un bus, ce n'est pas une solution dans la ruralité. Des véhicules de particuliers, systématiser du covoiturage, faire en sorte qu'il y ait plus de taxis sociaux. Je pense donc ça veut dire répondre à la demande, non pas avoir des horaires. Monsieur Sounier, vous disiez Delaine, parfois ça fonctionne mieux que les techs dans certaines régions. En effet, on a des usagers qui nous contactent en nous disant, mais effectivement, nous prenons les bus Delaine parce que ils sont considérés comme plus fiables pour les raisons qu'on a citées juste avant. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir en tout cas des lignes. Nous, pour le moment, on est sur une pétition par rapport au Rapido, le Rapido 1. Il est cadencé en semaine, il vient chaque heure, mais il serait intéressant, par exemple, qu'il puisse également venir le week-end.
Voilà, en l'occurrence, c'est ce qui se passe par exemple chez Delaine le week-end. Il vous reste 30 secondes, Monsieur Di Antonio. Que promettre alors concrètement à cette Le projet, demande? très concrètement, c'est de donner la priorité aux bus sur les grandes lignes structurantes, les lignes qui doivent aujourd'hui avoir plus de capacité, plus de bus, plus de chauffeurs, et d'avoir tout un réseau autour d'initiatives de mobilité locales qui convergent vers ces lignes. De la même manière que les lignes de bus doivent converger vers les gares pour avoir le lien avec la SNCB. Fin du temps imparti. En tout cas, merci à vous deux. Et nous poursuivons encore avec d'autres pistes pour tenter d'améliorer la situation. Parce que oui, il y a des solutions. Encore faut-il vouloir les appliquer. Mathieu Coll et Pascal Noriega se demandent quel avenir pour Bruxelles. Bruxelles aujourd'hui, une ville, une région dans laquelle se croisent avec plus ou moins d'efficacité les centaines de milliers de voitures qui y circulent chaque jour. Les transports en commun tentent d'échapper aux embouteillages et offrir un service ponctuel. Les piétons et les vélos se faufilent, s'infiltrent, s'intercalent et parfois suffoquent. Mais qu'en sera-t-il d'ici 10 ans, 20 ans? Pour répondre à cette question, voici Tom Sanders. Il travaille chez Perspective Brussels, un organisme chargé d'anticiper, de prévoir comment la ville va évoluer. La mobilité, c'est une question d'équilibre. Il faut à la fois que le cadre de vie des Bruxellois soit le plus qualitatif possible, et il faut que la région puisse fonctionner économiquement, culturellement, touristiquement, et donc qu'elle soit accessible de manière fluide. Une ville accessible de l'extérieur et viable de l'intérieur. Mais quelle serait donc la recette miracle pour assurer cet équilibre? Il faut que les régions se mettent d'accord pour une approche métropolitaine, en développant l'offre ferroviaire, en développant des parkings de transit à proximité des gares et en faisant évoluer les mentalités pour fluidifier la mobilité. Aborder la mobilité de façon plus globale, c'est justement ce qu'on fait ici, au cœur de Bruxelles, dans les bureaux de la coopérative Ertico, créée il y a 30 ans. Notre expert nous y attend. Jean-Charles Pandasi. Son créneau, c'est la mobilité intelligente. Par exemple, des feux rouges qui s'adaptent aux conditions du trafic. Tous ces feux sont connectés ensemble et sont gérés centralement, peuvent être gérés centralement en mettant en place des stratégies de fluidité de trafic. En fonction des informations que vous avez, si vous savez que vous avez un bouchon plus ou moins dans cette zone, vous pouvez balancer le trafic, par exemple, en incitant le trafic à aller sur d'autres routes, par exemple. Ertico regroupe 120 membres, des constructeurs automobiles, des opérateurs télécoms, mais aussi des pouvoirs publics, la ville de Londres, celle de Berlin, mais pas Bruxelles, alors qu'elle y a son siège. On se réjouirait de travailler avec la région de Bruxelles et d'avoir des projets ici. C'est clair qu'il y a sûrement à faire. Il y a sûrement à faire, mais même avec des feux rouges intelligents, des voitures qui communiquent, un vrai RER, un métro plus étendu, un ring élargi, ce ne sera peut-être pas suffisant pour vraiment réduire la pression automobile. Notre troisième expert est administrateur délégué de Stratec, un bureau d'études spécialisé en mobilité. Si on veut vraiment avoir un report modal massif de la voiture vers les autres modes de transport, il faut un peu rééquilibrer la situation et faire en sorte que les automobilistes payent vraiment le coût de la congestion qu'ils génèrent. La tarification kilométrique, le péage, est une solution qui pourrait être intéressante pour Bruxelles. Ça pourrait permettre à la fois de régler un problème de mobilité et aussi de trouver des financements pour pouvoir justement investir plus encore dans les transports publics. Une taxation au kilomètre, une taxation intelligente. Payer plus aux heures de pointe, payer plus en cas de congestion, c'est l'une des clés pour un réel changement des comportements. Stratec recommande, mais c'est aux politiques de décider. Aux politiques de décider. Et il y a du travail, notamment aussi au niveau des trains. Troisième et dernier de nos duels. Cette fois, François Bello, ministre fédéral en charge de la SNCB, va tenter de convaincre Gianni Tabone de l'association navetteur.be. Bonsoir, Monsieur Tabone. Dites-nous, pourquoi êtes-vous en colère ? Je pense que le principal grief au niveau des voyageurs, principalement voyageurs de pointe, c'est les problèmes de ponctualité. Une ponctualité qui est catastrophique, mais qui malheureusement ne se reflète pas toujours dans les statistiques officielles publiées par Infrabel. Donc nous avons demandé, il y a déjà
quasiment 2 ans de ça, de pouvoir disposer des chiffres officiels pour pouvoir, à notre niveau, avoir des statistiques plus détaillées, ce qui a été refusé. Donc nous avons mesuré depuis 1 an, maintenant sur base des statistiques qui sont données au niveau des attestations de retard de la SNCB, quelques trajets phares, je dirais, entre la Wallonie et Bruxelles. Et là, on a des résultats tout à fait différents de ce qui est donné par la SNCB Infrabel. À titre d'exemple, Mons-Bruxelles, 4 trains sur 10 en retard, Tournai-Bruxelles, 3 sur 10, Binge-Bruxelles, 3 sur 10, Liège-Bruxelles, 4 sur 10, Namur-Bruxelles, là c'est le pire, c'est 1 sur 2, Charleroi-Bruxelles, 2 sur 10 et Namur-Arlon, 4 sur 10 en retard aux heures de pointe. François Bello. Oui, mais c'est une situation qui m'interpelle et vous savez que fin d'année 2016, compte tenu des chiffres que M. Tabon cite et de l'évolution réelle, parce qu'on a un relevé scientifique qui est fait des trains à leur arrivée en première gare de Bruxelles, j'ai demandé qu'on instaure un système de manager de ligne de ponctualité. Donc c'est une personne dont le rôle est uniquement d'essayer de comprendre ce qui se passe pour la détérioration de la ponctualité et d'ensuite de suggérer un certain nombre de propositions, de recommandations. Et je dois dire que ça a donné de bons résultats début de l'année 2017. Entre janvier et avril 2017, la situation s'est améliorée. Vous l'avez ressenti aussi, M. Tabon ? Oui, il y a eu quelques mois, je dirais, d'amélioration, malgré que le taux de satisfaction reste quand même en dessous de ce qu'on peut espérer. Malheureusement, depuis la rentrée de septembre et octobre, c'est pire qu'à la même époque l'an dernier. C'est exact, M. Tabon, et j'ai demandé, pour avoir, et les chiffres sont accessibles, bien entendu, les relevés de la ponctualité du mois de septembre qui n'ont pas été bons du tout. Il faut savoir que par rapport à septembre 2016, on a 50% de trains supprimés en plus, mais il faut savoir aussi que l'incident qui s'est produit à Saint-Josse a entraîné à lui seul la suppression de près de 500 trains à l'entrée de Bruxelles. Ce sont des faits dont la responsabilité n'incombe pas à la SNCB, mais le voyageur, lui, se moque de savoir qui est responsable. Lui, il veut un train qui arrive à l'heure. Et M. Tabon, le voyageur, il veut aussi des informations, il veut être informé des retards. Ça manque visiblement. Le problème, oui, c'est un problème en tout cas au niveau des divers canaux de communication. Il y a parfois, voire souvent, des incohérences par rapport à ce qui est annoncé en gare via les diverses applications et le site internet. Et donc, vous savez que Mme Dutordoir, avec qui je m'entretiens chaque semaine, la patronne de la SNCB, la patronne de la SNCB est venue devant la commission il y a 15 jours et a affirmé les 3 valeurs qui sont les valeurs essentielles. D'abord, le voyageur doit être au centre de toutes les préoccupations et pas d'autres considérations. Et ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Oui, mais c'était aussi un peu un aveu d'échec. Elle a bien dit que les applications étaient obsolètes. Non, mais attendez, je voudrais terminer. Donc, ce qui est essentiel, c'est la sécurité, la ponctualité et la communication. Et donc, nous avons demandé d'investir dans ces domaines-là. La sécurité, on sait, c'est le TCS, mais la ponctualité et la communication, ce sont des éléments qui interviendront dans la rémunération des cadres de la SNCB, donc, des objectifs qui seront atteints. Si c'est votre priorité, en 30 secondes, votre promesse pour répondre à la colère de M. Tabon ? Eh bien, vous verrez dans le contrat de gestion des objectifs qui sont relevés de la ponctualité. Il faut savoir que la ponctualité a déjà été améliorée de l'ordre de 3% par rapport à l'année 2013, qui était une année catastrophique. Mais il faut poursuivre, l'effort est important. Et je comprends, moi, les voyageurs qui se plaignent de ça à juste titre. Merci à vous. Notre chronomètre sonne la fin de ce débat et aussi la fin de cette émission. Avec ces promesses concrètes des ministres, espérons que ça puisse un peu redémarrer en Belgique. Toutes les déclarations sont évidemment à revoir via notre application RTL Info. Merci de nous avoir suivis ce soir. Très bonne soirée sur RTL TVI. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.